Il y a des discours qui en disent beaucoup sur ceux qui les tiennent. Ce discours de l'œil du citoyen fait partie de ces messages adressés à toute la nation sénégalaise, à tous les Africains. C'est une façon pour l'auteur de s'exprimer sur l'actualité politique au Sénégal, une manière pour lui d'informer, de sensibiliser, mais aussi d'alerter. Je reçois dans ce numéro de Horizon Afrique l'auteur de l'œil du citoyen, l'engagement, Bocar Gueye, qui est un journaliste, un homme qui est dans beaucoup de domaines. Bref, c'est un entrepreneur. Bocar Gueye, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. C'est un honneur vraiment de vous recevoir dans Horizon Afrique. L'honneur est partagé. Très heureux quand même de voir des Sénégalais à ce niveau s'intéresser plutôt à ce que font leurs concitoyens au-delà du Sénégal, de la diaspora. Donc l'œil du citoyen en fait est un livre qui vient après Demain une autre Afrique et qui était un prolongement d'une vision pendant plusieurs années sur l'actualité sénégalaise, africaine et internationale. Et voilà, juste avant les élections présidentielles en 2019. Alors, ce livre que vous avez publié dans un contexte électoral, la présidentielle de 2019, parlez-nous un peu de son historique. Qu'est-ce qui vous a motivé à prendre la plume? Je rappelle que vous avez une excellente plume. Ah, merci. Je tenais à vous faire ce témoignage-là. Parlez-nous un peu de l'historique de cet ouvrage. Oui, parce que en tant que jeune Sénégalais, à l'époque, j'étais plutôt dans les sphères de la technologie, parce que j'étais électronicien, électrotechnicien, j'ai fait de la mécanique industrielle, etc. Et parallèlement, je m'intéressais à la littérature africaine, particulièrement sénégalaise, et aussi au journalisme. Je lisais énormément, et aussi j'avais un œil critique de la société, et aussi surtout par rapport à la politique sénégalaise. Donc j'avais un œil critique et j'écrivais beaucoup. Et c'était pas facile à l'époque d'avoir, disons, un support. Et après toutes ces années, quand est arrivé, disons, quand sont arrivés les réseaux sociaux, cela nous a permis de nous exprimer davantage. Et on a suivi l'actualité de manière incisive. Et aussi critique, je reviens toujours à la critique parce qu'il y a des critiques objectives. Et nous nous sommes dit qu'en tant que Sénégalais, il fallait donner notre avis sur l'actualité au jour le jour, et j'écrivais régulièrement. Donc je faisais des publications régulières, et j'ai été contacté après quelques années par un journaliste qui m'avait, je ne sais pas si je peux le citer, mais Dakar Matin, Papa Alenia à l'époque. Donc je faisais tous les vendredis une chronique du même nom, l'œil du citoyen. Et avant les élections présidentielles en 2019, l'idée était de faire un livre ensemble. C'est-à-dire, lui, il faisait des chroniques les mardis, je pense, en langue wolof, et moi, je faisais les chroniques écrites les vendredis. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Donc, moi, parallèlement, j'ai dû faire tout seul donc, la publication de ce livre avec quelques chroniques qui ont été choisies. Donc, sur une centaine, plus d'une centaine plutôt, on a choisi quelques-unes. Et quand vous regardez bien, vous verrez que voilà, c'était quand même un exercice assez rude. Oui, assez rude, parce que l'actualité, elle est difficile à suivre. Et aussi, on donne son point de vue sans pour autant chercher à donner des leçons. Et ça, c'est pas du tout évident. Donc, accepter les critiques derrière aussi, parce que voilà. Mais avec le temps, on se rend compte, on se pose des questions, on semble revenir toujours au point de départ. Ah oui. Il n'y a pas eu beaucoup de changements. Il n'y a pas eu de changement? Non, franchement. Après qu'il y ait eu la présidentielle de 2019, en 2024, le Sénégal a fait le choix de mettre à la tête de ce pays une nouvelle équipe dirigeante. Il s'agit du duo ou bien du tandem Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, qui est le président de la République du Sénégal. Jusqu'à maintenant, vous restez sur votre fin? Ah non, ça c'est... En fait, je parlais effectivement de l'actualité, c'est-à-dire le débat, il reste toujours politique. Ah oui, d'accord.
il y a encore de l'espoir par rapport à ce duo, parce que nous les avons connus il y a quelques années. On avait mis en place une organisation qui s'appelait Sénégal debout, le chiffre 2. Debout, c'est-à-dire les deux extrémités. Du Sénégal. Les Sénégalais de l'intérieur et les Sénégalais de l'extérieur. Donc il fallait trouver un point commun, c'est-à-dire qui était un intérêt commun, le développement du Sénégal, et travailler sur plusieurs secteurs. On avait organisé des groupes de travail sur, par exemple, la justice, l'économie, etc. Et on avait pondu des textes, plusieurs textes ensemble. Et à l'époque, nous avions rencontré Ousmane Sonko, qui était syndicaliste et qui dirigeait après le mouvement PASTEF, etc. Donc, à l'époque, c'était les réunions Skype, etc., avec d'autres activistes comme Guy Marius Sagna. Donc, nous avons travaillé sur plusieurs années ensemble. Et nous avions aussi une même vision, c'est-à-dire un Sénégal de rupture, parce qu'on se disait que depuis les indépendances, le discours restait le même, c'est-à-dire qu'on parlait de souveraineté, et souveraineté nous renvoie aussi à la réalité quotidienne, c'est-à-dire on vit dans un monde en pleine mutation, où la lecture géopolitique doit tout le temps être renouvelée. Parce qu'il se passe des choses et à chaque fois, ceux d'en haut, c'est-à-dire les grandes puissances, dirigent et nous, on occupe les places subalternes. C'est difficile à accepter, voilà, mais il faut un changement de paradigme et nous avons tout ce qu'il faut pour ce changement. L'Afrique a une population jeune, mais malheureusement, on est vu par ce monde où la force prime sur le droit, on est vu comme une réserve de matières premières et un marché de consommateurs. Et ça aussi, il y va de la responsabilité de notre élite dirigeante, de notre élite intellectuelle. Et c'est cet espoir-là, en fait, qui a porté ce duo, ce tandem au pouvoir. Et nous continuons à espérer qu'il y aura franchement une rupture, et au-delà de la politique politicienne, c'est-à-dire une rupture à tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est-à-dire, voilà, une rupture totale. En parlant de l'Afrique, vous dites dans cette partie du livre que le berceau de l'humanité, il s'agit de l'Afrique, est embourbé dans les méandres de la corruption, de la concussion, du clientélisme, du népotisme, de l'injustice ambiante, alors qu'elle regorge de richesses naturelles, de cerveau, d'une population jeune et ambitieuse. C'est-à-dire que non seulement il s'agit de mettre le curseur sur le Sénégal, mais aussi sur le continent africain de façon générale. C'est quoi votre vision d'une Afrique nouvelle? Parce que formuler des projets de société cohérents. C'est-à-dire nous avons besoin en fait de leviers susceptibles d'optimiser, de soutenir, voilà, de nous porter vers une nouvelle vision. C'est-à-dire, et cette nouvelle vision, surtout de la concrétiser. Parce que le discours, il est là, effectivement. Et ça tend souvent vers le populisme. Et à un moment donné, il faut poser des actes. Et ces actes-là, il faut les poser en fonction des réalités. Et nous avons nos propres réalités, nous avons une histoire, nous avons des valeurs culturelles, morales, intellectuelles, etc. Et ce qui nous différencie peut-être des autres, c'est qu'eux, ils s'assument. Là, on peut prendre exemple sur les Asiatiques, qui sont en ce moment, voilà, en plein essor. On peut prendre l'exemple du Japon, de la Chine, etc. Et c'est des pays, quand on prend 50 ans en arrière, ils n'étaient pas loin de notre niveau. Des fois même pire. Mais ce qu'ils ont réussi, c'est qu'ils ont imposé leur culture, leur tradition, leurs valeurs, et aussi en fonction de leurs compétences, parce que l'Afrique, elle est compétente. Vous faites le tour du monde, partout vous trouverez des intellectuels, des cadres, des ingénieurs, des docteurs, des Africains qui sont sollicités dans tous les continents. Et malheureusement, chez nous, des fois, il y a le clientélisme politique qui fait que certains ne peuvent pas rester sur place parce qu'ils se disent qu'il faut un coup de pouce, un bras long, etc. Donc c'est difficile de s'installer. Et nombreux sont ces Sénégalais de la diaspora qui ont essayé quand même d'effectuer un retour sans succès et qui ont dû
après avoir eu des propositions plus intéressantes à l'étranger, retourner là-bas et rester sur place. C'est important. Et ça, c'est un message très très fort adressé aux dirigeants africains. Lorsque vous dites, chers dirigeants, nourris ton peuple pour construire le pays. Ouais. Instruis ton peuple, il sera fier et réellement indépendant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup à faire dans la formation des jeunes, voilà, dans l'éducation, dans le développement. Nourris ton peuple dans le sens de l'autosuffisance alimentaire. C'est-à-dire, nous, on a besoin, notre souveraineté, en fait, elle est confrontée, elle est confrontée perpétuellement aux autres. C'est-à-dire, les autres ont une vision de l'Afrique que les Africains, souvent, des fois, adoptent à travers un complexe d'infériorité. C'est-à-dire, comme le disait l'illustre Cheikh Anta Diop, qui avait, dans Nation et Culture, il avait retracé notre histoire pour nous rendre un peu plus fiers et aussi de savoir que le monde tourne, c'est-à-dire les temps changent. L'évolution, elle est là et il faut y aller. C'est-à-dire, là, on vit dans un monde où la technologie, l'intelligence artificielle, etc., la cybersécurité, parce que voilà ce qu'on est en train d'installer en ce moment. On va en parler tout à l'heure. Ouais. Et énormément de choses dont les jeunes sont friands. Et on trouve, comme je disais tout à l'heure, un peu partout des Africains à des niveaux insoupçonnés et qui peuvent apporter leur contribution au développement. Et pour y arriver, il faut effectivement que nos États nous accompagnent, parce que c'est pas évident. C'est pas du tout évident quand on regarde ce qui se passe ailleurs, c'est-à-dire quand les gens ont des idées novatrices, on les subventionne, on les accompagne, on les encadre, surtout par rapport à la formation des jeunes, des enfants, des adolescents. Maintenant, l'Internet, tout est utile afin de pouvoir contribuer au développement de l'individu. C'est-à-dire, pour arriver à la réussite collective, il faut d'abord la responsabilité individuelle. Et la responsabilité individuelle, elle tend vers une reconquête individuelle et collective. Et pour cela, il faut déjà s'assumer et aussi voilà, être fier de ce que nous sommes et essayer d'imposer aux autres notre vision. Parce que la vision africaine, elle est hyper importante. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle de rupture, c'est-à-dire quand on demande à la France de quitter, etc., c'est pour se retourner vers la Russie ou la Chine, etc., alors que les Africains doivent et peuvent travailler ensemble. C'est-à-dire, mais ça, on en parle moins. C'est ce qui est dommage. Ouais. Ils doivent s'affirmer. Parlant aussi du Sénégal, vous avez effectivement, en tout cas, fait des contributions assez importantes dans ce livre. Mais récemment, on a vu que le pays a commencé son exploitation des hydrocarbures, notamment le pétrole et le gaz qui sera prochainement exploité avec la Mauritanie. Ce gouvernement a hérité quand même d'une situation économique assez difficile et qui a été confirmée par des partenaires étrangers, qui a été confirmée aussi par le FMI, il y a aussi la Banque mondiale. Cette situation économique aujourd'hui, est-ce qu'elle est vraiment favorable à l'idée qu'il y a aujourd'hui pour les Sénégalais d'avoir un changement, mais surtout un changement qui sera de la portée de ces Sénégalais, de ces jeunes surtout, qui ont placé leur confiance dans la personne de Ousmane Sonko, de Bassirou Diomaye Faye, qui est le président de la République. Effectivement, cela dépend plus de l'approche pédagogique, intellectuelle. Il faut s'ouvrir aux autres. Moi, ce que je dis, c'est que le débat doit être ouvert à tous, permettre aux Sénégalais de tous bords de s'exprimer et d'apporter leurs connaissances. Il nous faut des connaissances endogènes, c'est-à-dire des choses qui nous parlent. Et là, je parlais de l'Union africaine, en quelque sorte, c'est-à-dire la possibilité de faire des choses entre Africains. Au-delà des mots, c'est-à-dire que ce soit une réalité, mais aussi il faut une vision minière africaine. C'est-à-dire qu'on a des Africains qui sont experts dans ces secteurs-là et qui travaillent généralement pour d'autres firmes au niveau international
des Sénégalais, par exemple, sont sollicités par d'autres pays pour apporter leur contribution intellectuelle, leur expertise, etc. Donc, il faudrait que ce soit attractif chez nous, c'est-à-dire faire en sorte que ces gens-là s'intéressent. Bon, au fond, ce sont tous des Sénégalais, donc le fibre patriotique, il est là, mais l'attraction, aussi la possibilité surtout de venir apporter sa contribution, sachant que vous serez écouté parce que c'est le plus important. Donc, éviter le clanisme politique, le sectarisme, etc. Ce sont des choses qui, jusqu'à maintenant, nous ont tirés vers le bas. Et moi, tout ce que je dis, c'est que pour réussir ce projet-là, c'est-à-dire tout cet espoir que nourrit le peuple, au-delà du peuple en général, cette jeunesse que l'on voit toujours malheureusement emprunter les pirogues ou le désert, etc., passer par le Nicaragua pour aller aux États-Unis, etc., alors que ce qu'ils vont chercher ailleurs, ils peuvent l'obtenir ici. Important. Ils peuvent l'obtenir ici. On va terminer avec cette question assez importante, c'est que votre approche, elle est assez importante, car vous ne vous limitez pas tout simplement à faire des critiques, à faire part de vos contributions, mais vous joignez l'acte à la parole. C'est bien de critiquer, mais quand même, il est bien de proposer et apporter sa contribution. Et c'est ce que vous êtes en train de faire par la création d'écoles de formation et tout ça. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos projets au Sénégal? Oui, HEC, c'est Hautes études en cybersécurité. Donc, il y a déjà en France un organisme qui s'appelle B-Security Cloud Formation. Donc, on forme des jeunes, des adultes en cybersécurité, en informatique. Et aussi, il y a pour les enfants, parce que le week-end, avec les tentations dans les quartiers, les banlieues, etc., c'est difficile de surveiller les enfants et avec les réseaux sociaux. Donc, il y a un jeune Sénégalais, français d'origine sénégalaise, il s'appelle Balankin Correa, qui a un parcours assez atypique, un parcours hyper intéressant. C'est-à-dire un jeune des banlieues qui s'est retrouvé avec un CAP en plomberie pour devenir finalement l'un des plus grands informaticiens en France. Parce qu'après, il a pris son bonhomme de chemin, il est parti en Inde, il s'est formé, il est revenu. Et l'idée, c'était de faire sur place une école pour les enfants et les adolescents, de les recevoir le week-end, le samedi et le dimanche, de les former en robotique, etc. Donc, de la créativité des enfants. Et voilà. Donc, nous, l'idée, c'était de venir aussi au Sénégal, en Tunisie, au Canada. Donc, HEC, c'est pour l'instant ces pays-là. Et l'idée, c'est de s'implanter dans toute la sous-région, en Afrique de l'Ouest. Donc, le Sénégal est le premier point. Et on essaie de surtout... De centraliser. Oui, voilà. Mais de faire en sorte que l'objectif final, c'est de faire toute l'Afrique. Mais pour l'instant, voilà, le Sénégal est le point de départ. Et l'idée, c'est de préparer les techniciens, les professionnels de demain, et en faisant des programmes immersifs, aussi, voilà, du mentorat personnalisé, et faire en sorte que ces gens-là aient accès après aux principaux acteurs de l'industrie cybersécurité. Donc voilà, le projet c'est ça, de faire en sorte de former et de permettre les gens qui seront formés ici auront la possibilité aussi d'aller continuer de faire des masters en France surtout, et ça leur permettra aussi de découvrir autre chose. Et voilà, et l'idée finale c'est de revenir servir l'Afrique. Pourquoi le choix porté sur la cybersécurité et non pas en journalisme, en géographie, ainsi de suite? En journalisme, je pense peut-être qu'il y a assez de journalisme. Donc, effectivement, c'est une question pertinente. C'est que, regarde, on est au Sénégal, donc la cybersécurité permet déjà de sécuriser. Imagine tout ce que nous avons comme données, le terre qui marche, l'électricité, les hôpitaux, etc. Donc, tout passe par l'informatique maintenant. Et il faut sécuriser parce qu'il m'est arrivé... Je travaillais aux archives départementales des Yvelines en France.
d'être piratés, c'est-à-dire des hackers qui viennent, qui essaient de prendre en possession vos données et des fois qui les effacent comme ça. Donc c'est arrivé à des hôpitaux, des années d'archives qui disparaissent comme ça. Donc voilà, il y a le terrorisme aussi à ce niveau. Et pour des raisons sécuritaires, l'Afrique a besoin voilà, d'être au point. Important. Merci beaucoup, Bokar Gueye. Nous sommes arrivés au terme de notre interview. Ce fut un grand plaisir, en tout cas, de vous recevoir dans Horizon Afrique. Et je recommande à tous les téléspectateurs et internautes de Horizon Afrique cet excellent livre. J'imagine qu'il y a un autre. Oui, demain une autre Afrique. Demain une autre Afrique. On aura l'occasion d'en parler très prochainement, Inch'Allah. Merci d'être passé. Merci, Michel Samb. Et bien à vous. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe technique de Metacom pour la production et la réalisation de cette émission. C'est Amar, c'est Cher et c'est surtout Nongali Bam. Rendez-vous pour un autre numéro de Horizon Afrique très prochainement.